Faire un point complet sur le fonctionnement des institutions de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est l'objectif des États généraux organisés sur ce point crucial de la CEMAC, tenu au Gabon du 30 août au 1er septembre 2022. Telle est la question au menu de cette interview, ainsi que d'autres points essentiels de la marche de la communauté avec en face le président de la commission de la CEMAC, le Gabonais Daniel Onaondo. Professeur, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces travaux sur le point complet sur le fonctionnement des institutions de la CEMAC? C'est très simple. Les chefs d'État ont demandé un programme de réforme institutionnelle il y a 15 ans. Il est évident que 15 ans après, on devrait revoir si ce programme institutionnel a fonctionné. Puis la deuxième raison, c'est que je suis à la tête de la CEMAC depuis 5 ans. Je voudrais laisser à la postérité quelque chose, puisque j'ai l'expérience de la pratique. Le président Bongo disait, le bureau c'est bien, la pratique c'est encore mieux. C'est l'école de la vie. Donc je pense qu'après 5 ans, je sais comment la maison fonctionne. Avant de passer le relais, je dois laisser une maison avec des orientations précises à ceux qui prendront le relais plus tard. Et est-ce que globalement, c'est une satisfaction qui s'affiche sur le tableau du passage de M. Daniel Onaondo? Mais vous savez, dans ma tribu, on dit que le sanglier n'a pas besoin de dire qu'il est bon. C'est ceux qui le mangent qui disent qu'il est bon. Donc ce n'est pas moi de m'auto-apprécier, c'est aux autres d'apprécier. C'est les autres qui viendront, qui diront que j'ai été un bon président ou j'ai été un mauvais président. Mais ce que je peux vous dire, j'ai pris à bras le corps mon travail et je le ferai jusqu'au dernier instant avant de rejoindre mon pays. Le non-reversement de la taxe communautaire d'intégration, parlons-en professeur, quelle est la situation sur ce point spécifique du financement de la communauté? C'est un point important. Je crois qu'il va occuper un grand temps des débats. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la taxe communautaire d'intégration qui est 1% des importations. Donc, elle doit être reversée automatiquement à la communauté. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à toutes les réunions, soit des conseils de chefs d'État, soit des conseils des ministres, je ramène ce dossier à la table des chefs d'État et des conseils des ministres. Malheureusement, le débat n'évolue pas. Bon, malheureusement, ça obère le financement de la communauté. Et on est obligé, vous avez dû entendre ce matin, les chefs des institutions on est obligé de rationner. Parce que les moyens sont illimités, les besoins sont illimités. Les moyens sont limités, mais les besoins sont illimités. On est obligé de travailler sous contrainte. Et c'est un problème réel de la communauté. Je pense que les chefs d'État vont saisir le dossier. On verra la suite qui sera donnée. La taxe n'est pas vraiment versée au niveau de la communauté. Et nos budgets vraiment sont au ras-mot. J'imagine que le travail est effectué dans ce sens parce que la communauté de ce grand espace souhaite vivre mieux grâce à vos efforts. Naturellement, mon travail à moi, c'est faire le lobbying auprès des ministres des Finances, c'est faire le lobbying auprès des chefs d'État. J'attire leur attention. Naturellement, vous savez, quand on a fait les textes, il y a des dispositions qui ont été prises. Au cas où un État ne verse pas ses contributions, malheureusement, nous sommes en Afrique, on n'ose pas prendre des sanctions vis-à-vis des États. Donc, on tourne en rond. Mais je pense qu'à terme, ce problème devrait être résolu. Parce que pour moi, l'intégration est fondamentale. Parce que déjà, nous sommes des pays de petite dimension. 1 million, 2 millions d'habitants, il n'y a que le Cameroun qui a une dimension qui est à peu près viable économiquement. Donc, nous avons intérêt à être ensemble. Or, le principe de la CEMAC, c'est la solidarité. Mais pour que la solidarité s'exerce, il faut que les gens participent à la solidarité. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas l'argent, on l'accepte. Mais si quelqu'un fait la volonté de ne pas participer, il n'y a pas de raison qu'il ne bénéficie des moyens de la communauté. Donc c'est un débat qui va certainement avoir cours dans la session que nous aurons cet après-midi. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Quand vous ne versez pas des cotisations, ne demandez pas aux autres d'avoir les avantages de la communauté. Et il y a des avantages de la communauté. On a des hauts fonctionnaires de tous les États. Parce qu'après l'arrêt du principe de Fort-Lamy, tous les pays sont représentés à toutes les instances. Quand un pays ne verse pas, ses compatriotes sont pris en charge entièrement par les autres. Or, ce n'est pas de bon ton. S'ils n'ont pas les moyens, on peut comprendre, mais ils ne veulent pas verser. Donc, je crois que c'est un débat qui est un débat éminemment politique, qui va être posé aux dimensions où il faudra, mais il faudrait que la communauté fonctionne, et sans les moyens, il ne peut pas une communauté qui table sur un taux de croissance de 3,5% en 2022, elle n'est pas reluisante, n'est-ce pas, cette donnée? Mais vous savez, il vaut mieux avoir un taux de croissance que pas de taux de croissance du tout.
Il n'y a pas très longtemps, on était en récession. On avait des taux de croissance qui étaient négatifs. Donc le fait d'avoir un taux de croissance positif, c'est vrai, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on a une tendance positive. On a une tendance positive. Donc il nous appartient de travailler dans la sous-région pour diversifier nos économies. Parce que le grand problème de nos sous-régions, c'est que nous avons 6 pays. Dans les 6 pays, il y a 5 qui sont des pays pétroliers. En cas de baisse du prix du pétrole, il y a vraiment un problème de gestion financière de nos États. Donc, il faudrait diversifier les ressources de financement de nos pays. C'est pourquoi une décision importante a été prise au Gabon et nous nous en félicitons. À l'époque, on avait crié beaucoup, c'est qu'on transforme nos produits sur place. Parce que plus on transforme un produit, plus il a la valeur ajoutée. Donc, il faudrait que les pays se mettent ensemble pour faire l'industrialisation. Il faudrait que le commerce intra-africain se développe. Actuellement, nous avons moins de 4% des échanges intracommunautaires. Et ce n'est pas normal. On se rend compte aujourd'hui, avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, que nous sommes dépendants de tout, des échanges de marchandises, de l'alimentation, alors que nous avons de quoi nourrir nos populations. Et nous perdons nos devises à des importations qui n'en valent pas la peine. Donc, je pense que nous devons continuer en mutualisant nos moyens pour faire que la croissance soit beaucoup plus forte et qu'elle soit supérieure à la croissance démographique. C'est vrai que vous allez me dire qu'en Afrique de l'Ouest, c'est à 8%. Mais bon, écoutez, comparaison n'est pas raison. Ils ont d'autres raisons pour que la croissance soit à 8%. Nous allons nous battre pour relever ces défis, pour faire que la croissance puisse être une croissance d'abord inclusive, qui soit au bénéfice des populations de notre sous-région. Et ces populations, justement, professeur, elles ont l'impression qu'il y a plus de discours que de faits réels sur le terrain. Est-ce que vous les comprenez un peu? Vous savez, moi je ne fais pas la politique parce que les fonctions que j'occupe m'interdisent de faire la politique. Mais nous sommes avec les réseaux sociaux, on entend tout et rien. Les gens croient que les gouvernements ne font rien, mais ils ont tort. Les gouvernements travaillent, mais les contraintes sont extrêmement importantes. Vous allez aujourd'hui, nous avons eu la contrainte sanitaire. La crise de la Covid-19 a complètement impacté négativement nos économies. Au Gabon, il y a eu deux ans, il y avait des couvre-feux. Donc, les gens ne peuvent pas travailler. Les hôtels étaient en berne. Donc, nous avons eu une contrainte avec la baisse du prix du pétrole. Nous avons eu la contrainte sécuritaire, ce que les gens ne savent pas. Parce qu'il y a beaucoup de haram au Tchad avec tous le djihadisme dans cette zone. Nous avons la piraterie maritime. Donc, nous avons des guerres entre nos pays. Donc, ces contraintes font que les gens en attendent plus, malheureusement, mais ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils demandent. Mais vous savez que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Gérer les pays des hommes, ce n'est pas une chose facile. Quelque chose de concret, le commerce dans la zone CEMAC, c'est 4% d'échanges, vous l'avez évoqué tantôt. Pourquoi la fluidification des corridors ne suit-elle pas? Mais vous savez qu'il y avait un premier principe. Les pays ont acté la libre circulation des personnes, des biens. Ça c'est clair. Et des finances dans nos économies. La libre circulation est actée. On a reproché à la Guinée équatoriale, au Gabon, de ne pas pouvoir avoir les passeports biométriques. C'est chose faite. Avec le passeport CEMAC, vous avez la possibilité de circuler dans toute la zone. Mais il y a un deuxième problème. C'est que nous avons des problèmes sur les corridors. Sur les corridors, il y a trop de contrôle. De police, de gendarmerie, des eaux et forêts, de la santé, ainsi de suite, sans compter des fraudeurs qui se mettent, et ce que vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle les mangebilles. Donc nous sommes en train de lutter pour qu'on débloque ces corridors. Nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps avec les forces de police de tous les 6 pays. Nous avons pris un certain nombre de décisions, et déjà au Cameroun, il y a des efforts qui ont été faits pour alléger les contrôles sur le long des corridors. Donc ce travail se fait. Je veux dire, Paris ne s'est pas fait en un jour, l'Afrique centrale ne se fera pas en un jour. Le franc CFA semble plus que jamais impopulaire. Certains de ses utilisateurs se désolidarisent ou peut-être trouvent des palliatifs. Le cas de la République centrafricaine, professeur Onaondo, qui a introduit le Bitcoin comme monnaie transactionnelle. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que la Centrafrique est un mauvais élève de la CEMAC? Je parle d'abord du franc CFA. Les chefs d'État ont décidé de faire la réforme du franc CFA. Ça a été décidé à une conférence des chefs d'État. Ces chefs d'État ont confié à la commission de la CEMAC et à la Banque centrale de faire des propositions pour la réforme du franc CFA. Cette réforme est en cours. Le moment donné, on va donner les résultats de cette réforme aux chefs d'État. Dire que le franc CFA est impopulaire, moi je ne suis pas de la rue, je ne suis pas là les réseaux sociaux. Le franc, ce n'est pas la monnaie
fait 3 rôles. Et des transactions avec le franc CFA aujourd'hui, avec un taux d'inflation qui n'est pas très élevé, je crois que le franc CFA remplit son rôle de monnaie de transaction. Parce que quand vous achetez des choses, vous n'êtes pas très élevé au change. Parce qu'il y a des pays où le taux d'inflation est de 30%, alors vous allez perdre la valeur de la monnaie. Donc, la politique de la Banque centrale permet de maintenir un franc CFA qui soit à peu près correct. C'est une unité de réserve, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez réserver, vous pouvez échanger votre franc CFA avec des dollars et ainsi de suite. Donc, le franc CFA remplit son rôle. Mais naturellement, un certain nombre d'années, 70 ans après qu'il y ait eu des accords, on doit les réformer. Là-dessus, les Français ont marqué leur accord, les Africains ont marqué leur accord. La réforme se poursuit, c'est déjà bien poursuivi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons la poursuivre au niveau de l'Afrique centrale. Il faut prendre son mal en patience. Ce n'est pas parce qu'on crie dehors qu'on a seulement raison. On a vu des gens qui criaient beaucoup dehors. Quand ils ont pris le pouvoir, ils étaient incapables de gérer des affaires de l'État. Maintenant, concernant le Bitcoin, c'est une décision d'un État. C'est une décision souveraine. Donc moi, je n'ai pas à me mêler de cette décision. Elle a été prise par les autorités centrafricaines au niveau de l'Assemblée. Le président a acté cette décision. Maintenant, on attend de voir. Et pour votre gouvernement, nous avons deux unions, l'union économique et l'union monétaire. Au niveau de l'union monétaire, la COBAC s'est prononcée. La COJUMAF s'est prononcée. Le gouverneur de la Banque centrale s'est prononcé. Il y a même eu une réunion du LUMAC qui a énormément, moi j'y étais, qui a énormément épilogué sur ce problème. On attend la suite des événements. Donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur la décision prise par la République centrafricaine. De la République centrafricaine, faisons escale au Tchad, professeur. Le pays traverse une crise en passe de connaître une issue. Depuis le décès du président Idriss Déby, comment la commission de la CEMAC s'est-elle organisée pour accompagner ce pays? D'abord, je vous dirais, la perte, le départ du président Déby a été pour nous une grande surprise, une grande perte. C'était un grand homme au niveau de l'Afrique centrale. La première chose que nous avons fait, c'est aller nous incliner au moment de son décès. Donc je suis allé moi-même personnellement, au nom de la commission, présenter mes condoléances à la République centrafricaine, à la République tchadienne. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on rentre dans un processus politique. Il y a des négociations. Vous savez que ma vocation, elle n'est pas politique. Je crois que cette question, il faut la poser à la CEAC, qui a une vocation politique. Ma vocation est beaucoup plus économique. Vous me demandez ce que pense le Fonds monétaire, la Banque mondiale, je vous donnerai la réponse. Mais naturellement, nous suivons de près l'évolution qui se fait au Tchad. Nous approuvons les décisions qui sont prises pour amener la paix. Parce que, quoi qu'on dise, sans la paix, il n'y a pas de politique. Le président Bogo disait, faites-moi la bonne économie, je vous ferai la bonne politique. La même chose, s'il n'y a pas une bonne politique, il n'y a pas une bonne économie. Donc, nous observons, en espérant que ce pays sortira la tête de l'eau de ces problèmes d'insécurité, de gestion politique, de gouvernance, et à ce moment-là, il pourra rejoindre le contexte d'action, et c'est le vœu le plus ardent que nous émettons. Observez-vous une attention des bailleurs de fonds internationaux et d'autres donateurs sur la situation économique dans la sous-région face aux divers chocs exogènes, la crise ukrainienne par exemple? La crise ukrainienne, elle a impacté nos économies, ça c'est clair. Elle a impacté nos économies. Les ministres ont demandé à ce qu'on réfléchisse sur les convocations d'une conférence des ministres. Nous sommes en train d'y réfléchir. Les importations ont pris un coup, au niveau alimentaire surtout, parce que vous savez, il y a le problème du blé. Nous ne pouvons pas savoir avant la guerre que l'Ukraine était le grenier du monde. Donc ça pose un problème sur notre région. Donc les réflexions sont en cours. Les bailleurs de fonds ont fait ce qu'ils font pour aider les pays Afrique centrale à relever le défi. Professeur, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci. Il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Je vais vous donner là une opportunité de faire connaître la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. C'est une communauté qui est la plus petite des CER, qui n'est peut-être pas assez connue. Ça nous permettrait d'avoir une dimension au niveau non seulement de la sous-région, mais au niveau africain. Donc je vous remercie infiniment pour l'opportunité que vous me donnez de mieux vendre au sens propre, même au sens figuré, de mieux vendre mon institution. C'est aussi mon rôle de porter l'institution à la tête de laquelle je suis depuis plus de 5 ans. Merci d'avoir suivi cette interview. Restez en compagnie des éditions d'information et de magazines sur Africa 24.